Récemment, nous avions non pas édité, mais diffusé Manifeste pour briser les chaînes de l'usure de Gottfried Feder, dont nous avions dit que c'était un économiste qui avait, comment dirais-je, annoncé dès la création du Parti national-socialiste allemand, qui n'avait pas tout à fait ce nom-là au départ, ce qu'il fallait faire pour échapper aux chaînes de l'usure, c'est-à-dire finalement à la domination bancaire mondiale, à l'époque incarnée par la City, aujourd'hui par Wall Street, parce que l'époque était plutôt encore sur la City, et qui concernait en premier lieu l'Allemagne, puisque l'Allemagne est un pays très industrialisé, donc avec un très fort potentiel, comment dirais-je, capitaliste, mais capitaliste entrepreneurial, mais avec peu de réserves d'or, et qui était donc obligé de passer pour son développement par les emprunts à ceux qui prêtent, c'est-à-dire les Anglo-Américains. Donc on avait ce bouquin de Gottfried Feder, Manifeste pour briser les chaînes de l'usure. Alors là, c'est un peu comme le Drummond et le Blois, pour continuer dans la même veine, nous publions, nous, ce mois-ci, chez Contre-Culture, ce bouquin de Francis Delésy, qui s'appelle La Révolution européenne, et qui d'ailleurs renvoie à l'idée de révolution nationale, qui est, comment dirais-je, la proposition pétainiste à la question des années 40. Donc là, c'est la révolution européenne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouquin d'économie qui est sur la même ligne que celui de Feder, mais c'est un bouquin d'économie pédagogique très très clair, très très bien écrit, écrit par un Français de gauche et de gauche inattaquable. On mettra son CV. Il a même été il a écrit ce bouquin en 42, et qui est une apologie de l'économie nationale-socialiste allemande, en disant il dit clairement que les hitlériens ont trouvé toutes les solutions à la crise de l'après-première guerre mondiale, à la crise des années 20, qui est une crise américaine du capitalisme monétariste, du dollar, etc., etc. Et c'est en ça que c'est une bombe, c'est une véritable bombe atomique. C'est ce type qui vient entièrement de la gauche ouvriériste inattaquable, publie en 42 en pleine guerre, avec une prise de risque maximum, un bouquin qui est un bouquin de pédagogie économique pour dire en gros que non seulement l'Allemagne, après des tâtonnements, de façon empirique, par une synthèse, un mélange de nationalisme et de socialisme, donc d'économie nationale socialiste, a trouvé tous les remèdes à la crise économique dont est responsable finalement à l'époque la City et Wall Street, c'est-à-dire pareil par cette logique de l'emprunt forcé, de la dette, etc. Et il dit que c'est parce que l'Allemagne a trouvé toutes les solutions et qu'elle a échappé à la domination de la dette et donc à la domination anglo-américaine que l'empire, ce qu'on appelle l'empire, l'empire dont Cohn-Bendit est le soldat aujourd'hui, a décidé la mise à mort du régime hitlérien. Et c'est ce qui permet de comprendre qu'il y a deux temps finalement dans l'hitlérisme. Il y a l'époque où finalement les démocraties en crise mondiale, enfin européenne et américaine, s'extasient devant la montée de Mussolini et d'Hitler parce que ce sont des remparts aux dangers communistes, et qu'ils les sponsorisent, ça c'est vrai, ça renvoie aux travaux de Stash Mullins, au bouquin qu'on vend de Sutton, et que quand Hitler prend le pouvoir avec cet argent quelque part et ce soutien discret, effectivement, sur laquelle Annie Lacroix-Ritz est restée bloquée, elle a du mal à passer à la phase suivante par dogmatisme. Une fois qu'il a pris ce pouvoir, il fait finalement un peu comme tous ceux qui sont traités finalement de Hitler dans l'époque post-45, c'est-à-dire on pense à Saddam Hussein, c'est-à-dire après avoir été l'allié des puissances occidentales, une fois qu'il a pris le pouvoir, il s'en émancipe. Et c'est là qu'il subit une diabolisation dans un deuxième temps. Et on voit bien que Hitler, dès qu'il a pris le pouvoir en 1933, se pose la question, une fois qu'il est au pouvoir, de comment l'Allemagne peut-elle se relancer alors qu'il est dans une crise maximale qui est l'addition du traité de Versailles, de la dette, de la logique mortifère du dollar américain, etc. Il se dit, comment l'Allemagne peut-elle se relancer en échappant à cette domination bancaire et monétaire anglo-américaine. Et par tâtonnement avec ces experts économistes, on verra d'autres bouquins qu'on pourrait éditer plus tard, de Sacht, je crois, là, comment il trouve la solution. Et c'est sa solution, c'est ce qu'il appelle l'étalon travail. Voilà. Donc c'est un bouquin de pédagogie économique qui montre effectivement comment le régime national-socialiste allemand a réussi une relance de l'économie et qui a parfaitement marché entre 33 et 39 par la mise en place
de ce qu'il appelle l'étalon travail, à l'époque contre l'étalon or, qui aujourd'hui a été remplacé par le dollar. Parce qu'il y a, voilà. Et ça produisait la même soumission, et les mêmes blocages, et la même paupérisation, etc., etc. Et donc là, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que c'est très pédagogique, c'est bien écrit, mais c'est technique. Mais vous voyez, c'est comment l'Allemagne a financé son redressement, donc il explique bien, en échappant à la City et à Wall Street. La notion de traite de travail, c'est-à-dire l'idée de étalon travail, hein, en disant bien que toute la richesse vient du travail et que le capital n'est que du travail mort, et qu'il faut toujours faire primer le travail sur le capital, et que la spéculation sur le travail produit à terme de l'équivalent capital, et que tout ça est une question de pouvoir politique. Donc c'est pour ça qu'il n'est ni dans l'idée, c'est vraiment de l'économie de troisième voie, c'est-à-dire que c'est ni le capitalisme et le libéralisme, ni le socialisme intégral. Il ne produit pas la nationalisation des moyens de production, mais le contrôle étatique de la production, ce qui est dans une logique de plan, etc. Ce qui d'ailleurs me fait dire, c'est que finalement beaucoup de gens après-guerre ont quand même retenu les leçons de l'économie nationale socialiste allemande pour relancer l'économie mondiale en échappant à la violence des années 30 dans laquelle nous retombons depuis le premier choc pétrolier. Et c'est pas pour rien que des types comme Delors, qui sont des européistes, n'oubliez pas que ce livre s'appelle La Révolution européenne, et montre que le projet, effectivement, de ce salut de la nation allemande était un modèle qui pouvait s'étendre par un système d'ailleurs de troc, de coexistence pacifique aux autres pays d'Europe et du monde, et que c'est en ça qu'il était très dangereux, car c'était un alter-impérialisme, hein, c'était une alternative à l'impérialisme anglo-américain de l'argent. Et on voit bien, comme je disais, que c'est pas pour rien que des types comme Delors viennent du pétainisme, hein, il faut le savoir, et c'est que finalement, beaucoup de ce qui a été fait après-guerre et qui fait qu'on a eu les 30 Glorieuses, était repris en douce des solutions nationales-socialistes allemandes. Et c'est parce qu'on s'en est éloigné pour des questions de victoire totale politique sur l'alternative socialiste ou sous le risque de résurgence de certains nationalismes cohérents, que on est retombé dans le capitalisme brutal intégral qui s'appelle le néo-capitalisme, parfaitement illustré à partir des années notamment, à travers plusieurs médiations, la fin de la convertibilité or, le pétrodollar, et puis après les Chicago Boys, qu'on est retombé dans la violence totale, ce qui me fait bien dire, comme je le dis à chaque fois, que nous sommes dans une période qui ressemble exactement aux années 30, et surtout là je vais lancer un petit défi, je conseille Annie Lacroix-Ritz, mais aussi Emmanuel Todd de lire ce livre, et je mets au défi quiconque lira ce livre de pouvoir le critiquer ou d'en dire du mal. En réalité, tous ceux qui tâtonnent en ce moment pour essayer de sortir du piège mortel de l'Union européenne, qui est le même piège que la logique du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, cherchent des solutions qui sont à la fois nationales et sociales, qui sont déjà toutes dans ce livre et qui en fait avaient été toutes trouvées par les économistes et les planificateurs nationaux socialistes allemands. Voilà. C'est ça la bombe atomique, c'est que la solution de demain à la crise actuelle, elle est dans ce livre. Et que malheureusement, celui qui l'a appliqué, historiquement, c'est Adolf Hitler. C'est un peu d'où il faut bien comprendre pourquoi tous les clercs stipendiés qui travaillent pour le capital et le capital nomade prédateur anglo-américain n'ont jamais intérêt à expliquer de manière rationnelle et sérieuse ce qui s'est joué dans les années 30 et 40, puisque finalement, c'est un modèle économique basé sur l'usure et le mammonisme qui a mis à mort un modèle alternatif, et en habillant tout ça de combat pour les droits de l'homme, de lutte contre le nihilisme, de lutte contre l'antisémitisme, etc., alors que c'était beaucoup plus profond et sérieux que ça. Et tous les escrocs à la Adler, etc., à la Cohn-Bendit, vous parlent toujours de haine, psychologisent toujours la situation pour qu'on ne comprenne jamais qu'en dernière instance, c'était un combat à mort entre deux visions économiques du monde, économique et sociale, et que la vision économico-sociale nationale-socialiste était très sérieuse. C'était pas du délire, hein, c'était pas Amin Dada, hein, ça se passait dans le pays le plus développé du monde, avec les États-Unis d'Amérique. Hein. Enfin, toute une flotte était lancée pour permettre aux travailleurs de faire gratuitement des croisières. De 1934 à 1939, grâce à l'organisation appelée la Force par la Joie, 35 millions d'ouvriers ou de paysans purent visiter l'Allemagne et les pays étrangers. Dix années d'efforts sociaux. Les cités ouvrières grandissent et en 1938, 306 000 habitations étaient bâties. En pleine guerre, le Führer promulguait un décret stipulant que l'édification des habitations ouvrières ou agricoles était un des devoirs les plus nobles de l'État allemand.
Et nous sommes dans cette période étrange où quiconque lit ce bouquin et critique aujourd'hui les dérives mortifères de ce capitalisme mondialisé, de ce capitalisme financier, finalement auquel toutes les droites, mais non seulement les gauches, vont à marche forcée. Quiconque lit ce bouquin voit que toutes les solutions sont dedans, et qu'en fait elles avaient été trouvées dans les années 30, voilà. Donc on est toujours sur les mêmes sujets, sur ce dont je parle, ce qui rend ce livre passionnant, petit livre qui vaut 16 €, réédité par nous, donc de Francis Delézy, voilà, qui s'appelle La Révolution européenne, et qui parle de la formation de l'étalon travail, puisque lui il oppose l'étalon travail à l'étalon or, hein. Je cite quelques titres: comment l'Allemagne a financé son redressement, la traite de travail, avec des graphiques, hein. C'est un bouquin très pédagogique, très bien écrit, très simple. Et je vous dis, j'attends que Todd me dise ce qu'il en pense. J'attends qu'Annie Lacroix-Riss m'explique, parce qu'elle a toujours pas compris ce qu'était comment dirais-je, le statut réel de l'ouvrier allemand entre 33 et 39. C'est celui qui avait le plus haut standard de vie d'Europe, hein, pas l'inverse, hein. C'est là où il y a des mensonges et des ignorances et des bêtises incroyables.